Le 27 novembre 1968, jour de Thanksgiving, Fairbanks Sierra, dans les hauts plateaux du centre, Vietnam. Le spécialiste de 4e classe Robertson observait par la porte ouverte du UH-1 alors que des balles traçantes sculptaient des lignes rouges à travers la brume matinale. Sa mitrailleuse M60 pendait sur des cordons élastiques, le canon encore chaud de l'insertion précédente. À 23 ans, à peine 2 mois dans le pays, il avait déjà appris ce que la formation ne lui avait jamais enseigné. Dans un hélicoptère volant à 450 mètres au-dessus de la jungle hostile, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de dissimulation. Il y a seulement la porte ouverte, le vent et l'ennemi en bas avec des armes pointées vers le haut. Les mathématiques de la survie étaient brutalement simples. Plus de 10% de toutes les pertes de la guerre du Vietnam étaient des membres d'équipage d'hélicoptères. Sur les 6175 Américains morts dans les opérations héliportées, 2740 étaient des équipages aériens. Et parmi ces équipages, les mitrailleurs de porte représentaient le taux de perte le plus élevé de toute position aérienne. Ils étaient assis dans des portes ouvertes, entièrement exposés, armés de mitrailleuses de 14 kg, chargés de supprimer le feu ennemi pendant que leur appareil planait au moment le plus vulnérable du vol, l'atterrissage. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait lors de ses premières insertions, c'est qu'ils ne combattaient pas seulement un ennemi. Ils combattaient la physique, les tactiques et une vérité fondamentale sur la guerre héliportée qui prendrait des années à être pleinement comprise. La position de mitrailleur de porte n'était pas conçue pour être survivable. Elle était conçue pour être efficace, et l'efficacité dans le calcul de la guerre exige souvent le sacrifice. Le voyage pour comprendre pourquoi les mitrailleurs de porte n'ont pas survécu au Vietnam ne commence pas dans les jungles d'Asie du Sud-Est, mais dans les exigences de conception de l'hélicoptère Bell UH-1 Iroquois. Lorsque l'armée américaine a déployé le UE au Vietnam en 1962, il est arrivé comme hélicoptère utilitaire, non blindé, légèrement armé, construit pour l'évacuation médicale et le transport de troupes dans ce que les planificateurs militaires supposaient être un rôle consultatif limité. La désignation originale HU-1 signifiait hélicoptère utilitaire. Les équipages l'ont rapidement raccourci en UE et le surnom est resté. Les premiers UE volaient sans mitrailleuse de porte dédiée. Les équipages improvisaient avec les armes qu'ils pouvaient monter, carabines M1, fusil M14, fusil M16 tenus par la porte par des soldats espérant supprimer le feu au sol. Le concept d'un mitrailleur de porte dédié est né de la nécessité, pas de la planification. Alors que les insertions par hélicoptère dans des zones d'atterrissage contestées devenaient routinières, les équipages ont découvert qu'ils avaient besoin de tirs de suppression pendant la phase la plus vulnérable du vol, ces 30 dernières secondes de descente lorsque l'hélicoptère ralentissait, se stabilisait et planait à 1 mètre du sol pendant que les troupes sautaient. En 1963, la mitrailleuse M60 de 7,62 mm est devenue équipement standard des deux côtés du UE. Le M60 pesait 11 kg à vide. Ajoutez les munitions et un mitrailleur de porte gérait plus de 90 kg de système d'armes. L'arme pouvait tirer jusqu'à 700 coups par minute. En pratique, les mitrailleurs tiraient par rafale contrôlée, conservant les munitions tout en maintenant un feu de suppression. L'arme était d'abord montée sur un pivot, un poteau pivotant qui donnait une amplitude de mouvement limitée. Au fur et à mesure que la guerre progressait, les équipages sont passés à des cordons élastiques suspendus au plafond de la cabine. Les cordons soutenaient le poids tout en permettant aux mitrailleurs une liberté de mouvement complète. Cette évolution semblait être une amélioration. Plus de flexibilité signifiait une meilleure couverture. Une meilleure couverture signifiait un tir de suppression plus efficace, mais cela signifiait aussi autre chose. Cela signifiait que le mitrailleur de porte devait se pencher plus loin hors de l'appareil pour engager les cibles. Cela signifiait plus d'exposition, plus de vulnérabilité. L'adaptation même qui les rendait plus efficaces les rendait aussi plus faciles à tuer. L'adjudant John Masaki est arrivé au Vietnam en 1968. Affecté à une unité de canonnière UH-1C, il a terminé l'école de mitrailleur de porte et l'école de chef d'équipage aux États-Unis, apprenant à entretenir l'hélicoptère et à opérer le M60. Rien dans cette formation ne l'a préparé à la réalité. Dans une interview ultérieure, il a décrit sa première insertion de combat. Le bruit rendait la conversation impossible. Les vibrations des pales du rotor au-dessus, le rugissement du moteur, le vent hurlant à travers la cabine ouverte. Puis le commandant de l'appareil a donné le signal et ils ont descendu vers la zone d'atterrissage. Les mitrailleurs de porte de chaque côté ont ouvert le feu. Masaki a pressé la gâchette et le M60 a rugi. Les 12 usées et les maillons de ceinture étaient éjectés dans un sac en toile attaché à l'arme, les empêchant d'être aspirés dans le système de rotor ou de tomber sur les troupes en dessous. Il visait la lisière des arbres, regardant ses balles traçantes, chaque 5e balle brillant d'un arc rouge vers la jungle. Tirez avant de voir l'ennemi, tirez pour garder l'ennemi supprimé. Tirez parce que le moment où vous arrêtez de tirer est le moment où ils ont le temps de viser. Le son du feu entrant était différent du feu sortant. Le feu sortant avait un rythme, un but. Le feu entrant craquait avec un chaos aléatoire. Masaki entendait des balles siffler près de sa tête, voyait la peau d'aluminium de l'hélicoptère se perforer.
Une balle est montée par le sol, le manquant de quelques centimètres. Plus tard, il a appris que cette balle s'était logée dans la Bible du soldat à côté de lui. L'hélicoptère a terminé l'insertion et est remonté. Masaki s'est vérifié. Pas de blessure. Mais la mission n'était pas terminée. Il volerait 12 insertions de plus ce jour-là. Le concept de la zone d'atterrissage chaude définissait l'expérience du mitrailleur de porte. Une LZ chaude signifiait que l'ennemi engageait activement les hélicoptères pendant qu'ils atterrissaient. L'artillerie préparait d'abord la zone, pilonnant la région avec des obus hautement explosifs. Ensuite, les canonnières d'hélicoptères effectuaient des passages de roquettes tirant des roquettes de 70 mm et des rafales de miniguns. Enfin, les SLIC, les huées transportant des troupes, arrivaient. 8 à 10 hélicoptères en formation, transportant 60 à 80 soldats au total. Les mitrailleurs de porte sur les SLIC ouvraient le feu en descendant, supprimant toutes les positions ennemies restantes. En théorie, cette préparation réduisait le risque. En pratique, l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong ont appris à attendre. Ils creusaient des positions de combat avec couverture supérieure. Ils positionnaient des troupes dans des endroits dissimulés avec des champs de tir clairs vers la zone d'atterrissage. Ils ont appris les schémas d'approche des hélicoptères. Et plus important encore, ils ont appris à concentrer le feu sur les hélicoptères eux-mêmes plutôt que sur les troupes qu'ils transportaient. Un hélicoptère abattu signifiait un appareil écrasé, probablement un équipage blessé, certainement un prix précieux à capturer ou à détruire. Cela signifiait que d'autres hélicoptères devraient tenter un sauvetage, créant plus de cibles. Le spécialiste de 4e classe Thomas Pena volait comme copilote sur Chalk 2 lors d'une insertion près de la frontière cambodgienne. Le chef de vol a annoncé la zone d'atterrissage dégagée, pas de contact ennemi. Chalk 1 a atterri avec succès. Chalk 2 a commencé son approche. Puis la lisière des arbres a éclaté. Tir des AK-47, craquement distinctement aigu. Roquettes RPG-7, reconnaissables par leur sifflement et leur fumée traînante. Tir de mitrailleuses lourdes, probablement un DSHK de 12,7 mm, l'arme que les Américains appelaient calibre 51. Le mitrailleur de porte sur l'appareil de Pena a riposté immédiatement. Le chef d'équipage de l'autre côté a fait de même, mais un RPG s'est dirigé vers eux. Il a manqué de quelques mètres, explosant dans les arbres au-delà. Les tirs d'armes légères ont déchiré la fine peau d'aluminium. Le huée avait un blindage minimal. Les pilotes étaient assis dans des sièges blindés, mais seulement parce que les leçons tirées des pertes précédentes l'exigeaient. Les mitrailleurs de porte n'avaient pas une telle protection. Ils portaient des gilets par éclats conçus pour arrêter les éclats d'obus, pas les balles de fusil. Certains portaient des plaques de blindage corporel en céramique, surnommées plaques de poulet, 10 kg de protection en forme de poitrine portée à l'intérieur du gilet pare-balles, mais les plaques ne couvraient que les organes vitaux. Les bras, les jambes, la tête restaient tous exposés. L'hélicoptère de Pena a pris plusieurs coups. Il a entendu le son distinctif des balles perforant l'aluminium, senti le frisson alors que les lignes hydrauliques étaient sectionnées. Le commandant de l'appareil a lutté contre les commandes alors que le huée perdait de l'altitude. Ils se sont écrasés avant la zone d'atterrissage. Pena a survécu avec des blessures. Le mitrailleur de porte n'a pas survécu. Une balle des AK-47 l'avait frappé à la tête pendant la descente. Il avait 19 ans, 3 mois dans le pays. Le facteur d'exposition définissait la mortalité du mitrailleur de porte. Considérez la physique. Un hélicoptère en phase d'atterrissage vole à 10 à 15 nœuds, environ 18 à 27 km/h. Il descend à 90 à 150 mètres par minute. À cette vitesse et ce taux de descente, l'appareil devient une cible relativement stable pour le tir au sol. Le mitrailleur de porte debout dans la porte ouverte ou assis sur le bord du pont présente une silhouette claire contre le ciel. Il ne peut pas se mettre à couvert. Il ne peut pas manœuvrer. Il peut seulement tirer et espérer que la suppression garde les têtes ennemies baissées assez longtemps pour terminer l'insertion. Le M60 lui-même crée une vulnérabilité supplémentaire. Pour engager efficacement les cibles, le mitrailleur devait s'exposer, se pencher, étendre l'arme, suivre les cibles pendant que l'hélicoptère se déplaçait. Cela nécessitait un mouvement constant, un ajustement constant et une exposition constante. Les vétérans l'ont décrit comme être une cible dans une galerie de tir, sauf que les cibles ripostaient. Les dysfonctionnements de l'arme ajoutaient au danger. Le M60 était notoirement sujet au blocage dans la chaleur et l'humidité du Vietnam. Le verrou rotatif pouvait échouer. L'extracteur pouvait se briser. Le loquet de canon exposé, un levier pivotant, se prenait dans l'équipement et se libérait accidentellement, faisant tomber le canon pendant le vol. Lorsqu'un blocage se produisait, le mitrailleur devait le dégager immédiatement. Cela signifiait détourner l'attention de l'ennemi, retirer les mains de l'arme, résoudre le problème pendant que le tir hostile continuait. L'adjudant Ron Timberlake commandait Chalk 6 lors de la même opération où Pena s'est écrasé. Timberlake a entendu l'appel radio que Chalk 2 était à terre.
Il a entendu le chef de vol annuler les insertions restantes, mais Timberlake voyait des Américains blessés au sol. Il a pris une décision qui lui vaudrait l'étoile d'argent. Il a ramené Schalke 6 dans la zone d'atterrissage. L'approche était à 90 degrés de l'axe prévu, faisant directement face aux bataillons ennemis tirant de la lisière des arbres. Les mitrailleurs de porte de Timberlake ont ouvert le feu en descendant, les mitrailleuses M60 martelant, essayant de supprimer plusieurs positions ennemies simultanément. Des roquettes RPG sifflaient près de l'hélicoptère. Les tirs d'armes légères perforaient l'appareil. Les mitrailleurs continuaient à tirer, continuaient à s'exposer, continuaient à faire le travail. Schalke 6 a atterri. 10 Américains blessés se sont précipités à bord. Les Nord-Vietnamiens ont concentré le feu sur l'hélicoptère stationnaire. 30 secondes ont semblé durer 30 minutes. Finalement, entièrement chargé, Timberlake a décollé. Les 2 mitrailleurs de porte avaient été touchés, un blessé mais fonctionnel, un tué pendant le temps au sol. L'hélicoptère est revenu à la base entraînant du liquide hydraulique et en fumant. Les mathématiques des pertes sont devenues inévitables fin 1963. Les officiers du renseignement de chaque unité d'aviation suivaient les chiffres. Les mitrailleurs de porte étaient tués et blessés à des taux qui dépassaient les mitrailleurs d'infanterie. Cela semblait contre-intuitif. Les mitrailleurs au sol étaient des cibles prioritaires. Les forces ennemies les ciblaient spécifiquement en raison de l'efficacité de l'arme. Pourtant, les mitrailleurs de porte, supposément protégés par le fait d'être dans un appareil, mouraient plus vite. La raison est devenue claire grâce à l'analyse de combat. Les mitrailleurs basés au sol pouvaient utiliser la couverture. Ils pouvaient profiter du terrain. Ils pouvaient changer de position entre les engagements. Ils opéraient dans le cadre d'une unité plus grande qui fournissait un soutien mutuel et une sécurité. Les mitrailleurs de porte n'avaient aucun de ces avantages. Ils volaient selon des schémas prévisibles vers des zones d'atterrissage connues. Ils opéraient à partir de plateformes qui ne pouvaient pas s'arrêter, ne pouvaient pas se mettre à couvert, ne pouvaient pas manœuvrer efficacement à basse altitude, et ils étaient silhouettés contre le ciel, visibles à des centaines de mètres. L'armée a commencé à étudier en détail les tactiques des mitrailleurs de porte à la 1964. La formation a été formalisée, des écoles ont été établies, mais la formation ne pouvait faire que beaucoup. Le problème fondamental n'était pas la formation, c'était le profil de mission. Les hélicoptères effectuant des assauts de combat devaient voler bas, devaient voler lentement, devaient planer dans ou près de la zone d'atterrissage. Ces exigences créaient une vulnérabilité qu'aucune formation ne pouvait éliminer. Le capitaine Robert Scollay commandait une compagnie de fusiliers lors d'opérations dans les hauts plateaux du centre. Il travaillait en étroite collaboration avec les équipages d'hélicoptères et comprenait leurs limites. Dans une interview d'après-guerre, il a décrit avoir observé des insertions depuis le sol. Les hélicoptères apparaissaient en volant en formation. Les mitrailleurs de porte étaient clairement visibles dans les portes ouvertes, armes étendues. Alors que l'appareil descendait, on pouvait voir les mitrailleurs se pencher, tirer, essayant de couvrir chaque secteur de menace possible. Puis l'appareil touchait le sol ou planait, et les troupes sautaient. Pendant ces dernières secondes, les mitrailleurs de porte étaient la seule chose entre ces hommes et le feu ennemi concentré. Ils attiraient le feu. Ils prenaient le feu. Ils mouraient en le faisant. Mais ils gardaient ces soldats en vie assez longtemps pour mettre des bottes sur le terrain. La charge d'armes rendait la survie encore plus difficile. Les mitrailleurs de porte transportaient généralement 1000 coups de munitions de 7,62 mm, parfois plus. Les ceintures de munitions pendaient du plafond de la cabine ou étaient stockées dans des boîtes fixées au sol. Ces munitions étaient explosives. Une balle traçante ou incendiaire frappant le stockage de munitions pouvait faire exploser toute la réserve. Plusieurs hélicoptères ont été perdus de cette façon. Le tir ennemi pénétrait dans la cabine, frappait les munitions, et l'explosion résultante détruisait l'appareil. Les mitrailleurs de porte étaient assis à côté de ce danger tout au long de chaque mission. L'évolution des tactiques ennemies a empiré progressivement la situation. L'armée nord-vietnamienne a appris de l'expérience. Au début de la guerre, ils engageaient les hélicoptères avec les armes disponibles, des soldats individuels avec des AK-47, des actions de petites unités avec des mitrailleuses légères. Mais en 1965, ils ont développé des tactiques antiaériennes dédiées. Ils positionnaient des mitrailleuses lourdes le long des routes d'hélicoptères connues. Ils prépositionnaient des équipes RPG-7 près des zones d'atterrissage potentielles. Ils formaient les soldats à devancer la cible, visant devant l'hélicoptère pour compenser son mouvement. La mitrailleuse lourde DSHK de 12,7 mm s'est révélée particulièrement mortelle. Cette arme, équivalente au Browning calibre 50 américain, pouvait perforer l'aluminium d'hélicoptère comme du papier de soie. Elle avait la portée, elle avait la pénétration, et elle avait une cadence de tir suffisante pour suivre les appareils en mouvement. Les Nord-Vietnamiens positionnaient ces armes sur des collines surplombant les vallées où les hélicoptères devaient voler. Les armes tiraient par courtes rafales pour éviter le contre-feu, mais ces rafales étaient dévastatrices en efficacité.
Une seule rafale pouvait déchiqueter la poutre de queue d'un hélicoptère, sectionner les câbles de contrôle ou tuer des membres d'équipage. Le RPG s'est ajouté une autre dimension de létalité. Conçue à l'origine comme arme anti-char, la grenade propulsée par fusée s'est révélée tout aussi efficace contre les hélicoptères. L'ogive en forme de cône, voyageant à 300 mètres par seconde, pouvait détruire un huée en un seul coup. La charge creuse pénétrait la fine peau et explosait à l'intérieur, déchiquetant l'intérieur avec des éclats d'obus et une surpression. Les mitrailleurs de porte n'avaient aucune défense contre les RPG. Ils pouvaient les voir venir, regarder la traînée de fumée, mais ne pouvaient pas les esquiver. L'hélicoptère serait soit touché, soit non. La chance, pas la compétence, déterminait la survie. En 1966, plus de 11 800 hélicoptères de tout type avaient servi au Vietnam. Environ 5000 ont été détruits, presque tous par tir hostile. Ces chiffres signifiaient qu'environ 42% de tous les hélicoptères envoyés au Vietnam ont été abattus ou endommagés au-delà de toute réparation. Pour les membres d'équipage, cela créait une certitude statistique. Volez suffisamment de missions et vous seriez abattus. La seule question était de savoir si vous surviviez à l'écrasement et au combat subséquent. Le mitrailleur de porte Michael Ullman a volé avec la 281e compagnie d'hélicoptères d'assaut. Il a décrit un profil de mission typique. 15 huées voleraient dans la vallée Ia-Drang, un point chaud connu près de la frontière laotienne. Ils voleraient avec 6 ou 7. Les autres seraient abattus ou si gravement endommagés qu'ils devraient dévier vers d'autres bases pour des réparations d'urgence. Il a une fois volé sur un hélicoptère dont le moteur s'est arrêté en plein vol. Le pilote a réussi un atterrissage d'urgence dans ce que Ullman a décrit comme le milieu de nulle part. Ils ont attendu le sauvetage, complètement exposés, pendant que les forces amies se démenaient pour les atteindre avant que l'ennemi ne le fasse. L'impact psychologique de ce danger constant créait ce que le personnel médical appelait réaction de stress au combat. Les mitrailleurs de porte volaient plusieurs missions par jour, généralement 4 à 6, parfois plus lors d'opérations majeures. Chaque mission signifiait 30 minutes à 2 heures de combat potentiel. Insertion matinale, ravitaillement l'après-midi, extraction le soir. Le cycle se répétait quotidiennement pendant la tournée d'un an. Il n'y avait pas de zone arrière pour les mitrailleurs de porte. Chaque vol pouvait être le dernier. Les quartiers proches du combat héliporté rendaient les pertes encore plus traumatisantes. Dans le combat au sol, les soldats ne voyaient souvent pas le moment où un camarade était touché. Dans les hélicoptères, l'équipage était confiné dans un espace d'environ 3 mètres sur 2 mètres. Lorsqu'un mitrailleur de porte était touché, tout le monde le voyait, l'entendait, le sentait. Le chef d'équipage assis en face du mitrailleur de porte le regardait mourir. Les pilotes entendaient l'impact. Les soldats transportés étaient témoins de l'horreur. Il n'y avait nulle part où détourner le regard, aucun moyen de le traiter avant que la prochaine mission ne commence. Les chefs d'équipage avaient un fardeau supplémentaire. Ils étaient responsables de l'entretien de l'appareil et de servir comme mitrailleurs de porte. Ce double rôle signifiait qu'ils avaient une connaissance intime de chaque système de l'hélicoptère. Ils savaient où les lignes hydrauliques passaient, où les réservoirs de carburant étaient situés, quels composants étaient blindés et lesquels ne l'étaient pas. Cette connaissance signifiait qu'ils comprenaient exactement à quel point ils étaient vulnérables. Ils savaient qu'une balle des AK-47 au mauvais endroit pouvait abattre l'appareil. Ils savaient que la fine peau d'aluminium ne fournissait aucune protection. Ils savaient qu'ils étaient à un tir chanceux de la mort. La célèbre bataille de LZX-Ray pendant la campagne Ia-Drang en novembre 1965 a illustré la vulnérabilité des mitrailleurs de porte à une échelle massive. Le 1er bataillon du 7e régiment de cavalerie a effectué des assauts de combat dans une petite clairière à la base du mont Chupong. Le renseignement indiquait des unités de l'armée nord-vietnamienne dans la région. La première vague a atterri avec succès. Puis l'ennemi a attaqué en force. 3 régiments nord-vietnamiens, environ 3000 soldats, avaient attendu dans des positions préparées. Les hélicoptères ont continué à effectuer des insertions dans la zone d'atterrissage tout au long de la journée. 16 huées par vague, effectuant le trajet aller-retour de 55 km pour récupérer plus de troupes. Chaque insertion subissait un feu de plus en plus intense. Les mitrailleurs de porte regardaient les soldats nord-vietnamiens se déplacer dans l'herbe à éléphants, voyaient les éclairs de bouche de dizaines de positions, ripostaient pendant que les balles entrantes déchiraient leur appareil. Le capitaine Ed Freeman a effectué 14 missions dans LZX-Ray ce premier jour. Le major Bruce Crandall a effectué 22 missions. Les deux pilotaient des huées non armées, des oiseaux d'évacuation médicale avec des croix rouges peintes sur le nez. Les règles de la Convention de Genève interdisaient l'armement des appareils médicaux. Les mitrailleurs de porte ne portaient que leurs armes de poing personnelles. Ils regardaient impuissants alors que le tir ennemi déchiquetait leurs hélicoptères. Ils ne pouvaient pas riposter, ne pouvaient pas supprimer l'ennemi, pouvaient seulement s'asseoir dans la porte ouverte et espérer que les balles entrantes manquaient. Freeman a décrit l'expérience des décennies plus tard. Il dévorait les hélicoptères vivants. J'ai pris plus de 50 balles dans mon hélicoptère.
L'attaque était si intense que les opérations d'hélicoptères dans la zone d'atterrissage ont été arrêtées plusieurs fois. Les appareils devaient être échangés en raison des dommages de combat. Les mitrailleurs de porte étaient blessés ou tués et remplacés par des volontaires d'autres équipages. Le tir de suppression des mitrailleurs de porte sur les hélicoptères armés était la seule chose qui maintenait l'évacuation des pertes. Sans eux, toute l'opération se serait effondrée. Le bilan était horrible. À la fin de la bataille de 4 jours, 79 Américains avaient été tués à LZX-Ray, 121 blessés. Les pertes et dommages d'hélicoptères étaient catastrophiques. Mais les mitrailleurs de porte avaient fait leur travail. Ils avaient continué à tirer, maintenu leurs appareils opérationnels assez longtemps pour insérer des renforts et extraire les blessés, payés pour cela de leur vie et de leur sang. Le problème du blindage a persisté tout au long de la guerre malgré les tentatives de solution. Les ingénieurs ont développé divers kits de blindage pour les huées, des plaques en céramique qui pouvaient être boulonnées au sol, un blindage supplémentaire pour les sièges des pilotes, des réservoirs de carburant blindés qui pouvaient survivre aux tirs d'armes légères. Mais ajouter du blindage signifiait ajouter du poids. Ajouter du poids signifiait réduire la charge utile. Un huée pouvait transporter 8 soldats ou 6 soldats plus le blindage. Les commandants faisaient face à des choix impossibles. Protection pour l'équipage ou capacité pour la mission. La plupart des unités ont choisi la capacité. La mission passait en premier. Les mitrailleurs de porte comprenaient cela. Ils connaissaient les priorités. Mettre les troupes au combat comptait plus que protéger l'équipage. Extraire les blessés comptait plus que la sécurité de l'équipage. La mission passait toujours en premier, alors ils volaient sans protection adéquate, volaient en sachant que chaque vol pouvait se terminer par une balle dans la cabine. Volaient quand même. Les statistiques de traitement médical révélaient quelque chose de remarquable sur la guerre héliportée. Le temps moyen entre la blessure et l'hospitalisation au Vietnam était inférieur à 1 heure. Pendant la Seconde Guerre mondiale et la Corée, ce temps se mesurait en jours. L'évacuation médicale par hélicoptère, les missions Medevac et Dustov ont sauvé des milliers de vies. Les soldats qui seraient morts dans les guerres précédentes ont survécu parce que les hélicoptères pouvaient les atteindre rapidement. Mais les équipages d'hélicoptères ont payé pour ces vies. Les opérations Dustov étaient 3 fois plus dangereuses que les autres missions d'hélicoptères. Les équipages volaient dans des zones d'atterrissage chaudes sans soutien de canonnières, souvent sans mitrailleurs de porte, juste des pilotes, des médecins et l'espoir désespéré qu'ils pourraient entrer et sortir avant d'être détruits. Le major Charles Kelly commandait une unité Dustov. Son indicatif radio était Dustov 65. Le 1er juillet 1964, Kelly a reçu un appel pour évacuation d'urgence près de Vinh Long. Des troupes étaient clouées au sol dans un combat intense avec le Viet Cong. Les blessés avaient besoin d'évacuation immédiate ou ils mouraient. Kelly a pris la décision de voler dans une zone de combat active. Son huée a pris feu à l'approche. Il a terminé l'atterrissage. Les médecins et le mitrailleur de porte ont chargé les blessés pendant que le tir ennemi continuait. Kelly a décollé. Une balle ennemie l'a frappé à la poitrine, l'a tué instantanément. L'hélicoptère s'est écrasé. Le chef d'équipage a réussi à envoyer un message radio pour demander de l'aide avant que le Viet Cong ne submerge la position. Les derniers mots de Kelly avant d'être touché étaient « Quand j'ai vos blessés ». La phrase est devenue la devise des Medevac. Elle capturait tout sur la philosophie du mitrailleur de porte et de l'équipage d'hélicoptère. Quand j'ai vos blessés, la mission compte plus que la sécurité personnelle. Les troupes au sol comptent plus que l'équipage dans les airs. Kelly a reçu à titre posthume la Croix du service distingué, la 2e plus haute récompense de la nation pour la bravoure. Son histoire exemplifiait le courage du mitrailleur de porte. Il volait dans des situations impossibles sachant qu'il ne survivrait probablement pas, volait quand même parce que les soldats avaient besoin d'eux. Les vulnérabilités techniques du huée aggravaient l'exposition de l'équipage. La série UH-1 avait un grand système de rotor principal exposé. Le rotor de queue était également vulnérable. Une seule balle dans l'arbre d'entraînement du rotor de queue signifiait une perte de contrôle. Le moteur montait directement au-dessus et derrière les pilotes étaient exposés au feu par en dessous. Les balles montant par le plancher de la cabine pouvaient frapper le moteur, la transmission ou la tête du rotor. N'importe lequel de ces coups pouvait être catastrophique. La zone la plus vulnérable était appelée la bulle du menton, la section en plexiglas sous les pieds du pilote couvrant les pédales anti-couple. Cette section fournissait de la visibilité, mais aucune protection. Les balles venant du sol passeraient par la bulle du menton et frapperaient les pilotes dans les jambes, l'aine ou le torse inférieur. Beaucoup de pilotes ont été tués de cette façon. Les mitrailleurs de porte assis plus loin dans la cabine avaient une protection légèrement meilleure de cet angle de tir, mais légèrement meilleure signifiait toujours minimale. Le système de carburant présentait une autre vulnérabilité critique. Le huée transportait du carburant dans des réservoirs situés dans la section centrale inférieure du fuselage. Le tir ennemi frappant ces réservoirs pouvait causer des fuites ou pire, l'ignition. Les balles traçantes étaient particulièrement dangereuses.
Le composant incendiaire pouvait enflammer la vapeur de carburant, causant une explosion. Plusieurs hélicoptères ont été perdus de cette façon. L'équipage n'aurait aucun avertissement, juste une boule de feu soudaine et l'appareil tombant du ciel. Les mitrailleurs de porte ont appris à reconnaître les signes de dommages critiques. Le son du moteur changeant, l'hélicoptère vibrant différemment, le liquide hydraulique coulant de lignes sectionnées. Lorsque des dommages se produisaient, l'équipage avait des secondes pour décider. Continuer la mission ou abandonner. La plupart continuaient, terminant l'insertion, extrayant les blessés, finissant ce qu'ils avaient commencé. Les mitrailleurs de porte continuaient à tirer jusqu'à ce que l'hélicoptère soit au sol ou jusqu'à ce qu'il ne puisse physiquement plus continuer. L'ennemi a appris à exploiter systématiquement les vulnérabilités des hélicoptères. Ils étudiaient les tactiques américaines, notaient les schémas d'approche, comprenaient le timing. Ils ont appris que les hélicoptères tourneraient avant d'atterrir, toujours de la même direction. Ils ont appris que les mitrailleurs de porte tiraient dans des arcs prévisibles. Ils ont appris à attendre jusqu'à ce que les hélicoptères s'engagent dans l'approche, puis ouvrir le feu au moment de vulnérabilité maximale. La tactique la plus sophistiquée impliquait le positionnement de plusieurs armes pour le tir croisé. Les mitrailleuses lourdes tiraient d'une direction, forçant les mitrailleurs de porte à concentrer la suppression là. Les équipes RPG tiraient d'un angle différent, attrapant l'hélicoptère pendant sa manœuvre d'évasion. Les tirs d'armes légères d'une troisième direction cibleraient spécifiquement l'équipage. Ce tir triangulé était dévastateur. Les mitrailleurs de porte ne pouvaient pas supprimer toutes les menaces simultanément. Quelque chose passait toujours. En 1967, les capacités anti-aériennes nord-vietnamiennes avaient évolué pour inclure de l'artillerie anti-aérienne dédiée, des canons ZU-23 de 23 mm, des canons de 37 mm, même des missiles solaires dans certaines zones. Ces armes ont transformé les opérations d'hélicoptères de simplement dangereuses à presque suicidaires. Le ZU-23 pouvait suivre un hélicoptère et tirer des obus explosifs qui détonaient par proximité. Un seul coup n'importe où sur l'hélicoptère pouvait le détruire. Les mitrailleurs de porte n'avaient aucune défense. Ils ne pouvaient pas supprimer ces positions avec le tir du M60. Ils pouvaient seulement espérer que les pilotes voyaient la menace à temps pour l'éviter. La préparation psychologique pour le service de mitrailleurs de porte était minimale. Les soldats passaient par l'école d'entretien d'aéronefs s'ils étaient chefs d'équipage. L'école de mitrailleurs de porte durait quelques semaines. Formation au tir, système d'aéronefs, procédure de survie, puis le Vietnam. La formation ne pouvait pas reproduire la réalité, ne pouvait pas les préparer au son des balles perforant l'aluminium à quelques centimètres de leur tête, ne pouvait pas les préparer à regarder le soldat en face d'eux prendre une balle dans la gorge. Ne pouvait pas les préparer à l'impuissance absolue d'être une cible sans nulle part où se cacher. Victor Renza est arrivé au Vietnam en tant que spécialiste de 4e classe affecté à la 4e division d'infanterie. Il s'est qualifié comme expert sur le M60 pendant la formation à Fort Lewis. Lorsqu'il a été déployé, sa compagnie avait 8 M60 pour 150 hommes. Renza a été assigné comme mitrailleur numéro 1 dans le 2e peloton. Il s'est entraîné jusqu'à ce qu'il puisse démonter et remonter le M60 les yeux bandés. Au moment où il a atteint le Vietnam, l'arme lui semblait une extension de son corps. Ses instructeurs de formation lui ont dit que l'espérance de vie d'un mitrailleur était de 7 secondes à partir du moment où le premier coup était tiré. Cette statistique était conçue pour souligner le danger, pour les préparer psychologiquement. Mais elle portait aussi une sombre vérité. Les mitrailleurs étaient des cibles prioritaires. L'ennemi connaissait l'efficacité de l'arme, savait que neutraliser le M60 augmentait leurs chances de survie. Alors il tirait d'abord sur les mitrailleurs. Les mitrailleurs de porte faisaient face à la même priorité de ciblage, mais avec une vulnérabilité accrue. Ils ne pouvaient pas creuser, ne pouvaient pas utiliser le terrain, ne pouvaient pas changer de position après l'engagement. Ils étaient verrouillés en place par l'appareil, visibles de longue distance, incapables de manœuvrer. La combinaison en faisait la cible de plus haute priorité sur n'importe quel hélicoptère. Tuer les mitrailleurs de porte et l'hélicoptère devenait beaucoup plus facile à abattre. La première division de cavalerie, la première division entièrement aéromobile de l'histoire de l'armée, a effectué plus d'assauts de combat par hélicoptère que toute autre unité. Leurs opérations dans les hauts plateaux du centre et la vallée de la Drang ont défini les tactiques de cavalerie aérienne. Ils ont également défini les taux de perte des mitrailleurs de porte. Dans certaines compagnies, les positions de mitrailleurs de porte avaient un roulement de 100% tous les 6 mois. Chaque mitrailleur de porte était soit tué, blessé ou muté. Les remplaçants arrivaient constamment, étaient formés par des vétérans qui avaient été dans le pays pendant peut-être 3 mois. Puis les vétérans étaient touchés, et les nouveaux devenaient les vétérans. Le cycle se répétait sans fin. Les services commémoratifs devenaient routiniers. Hélicoptères abattus, équipages tués, services commémoratifs au camp de base, puis retour au vol. Il n'y avait pas de temps pour pleurer, pas de temps pour traiter. Les missions continuaient, les insertions continuaient, les pertes continuaient.
Les mitrailleurs de porte ont développé des mécanismes d'adaptation. Humour noir, superstition, rituel avant les vols, n'importe quoi pour maintenir l'équilibre psychologique dans un environnement conçu pour les briser. Certains mitrailleurs de porte se portaient volontaires pour la position. Le badge d'aviation de l'armée nécessitait un certain nombre d'heures de vol de combat. Le service de mitrailleurs de porte fournissait ces heures rapidement. D'autres étaient assignés parce qu'ils avaient la bonne spécialité professionnelle militaire. La formation de chef d'équipage incluait automatiquement les fonctions de mitrailleurs de porte. Certains soldats d'infanterie se portaient volontaires lors d'opérations spécifiques parce que les unités manquaient de mitrailleurs de porte. Peu importe comment ils arrivaient à la position, l'expérience était la même. Exposition, vulnérabilité, danger constant. La relation entre les mitrailleurs de porte et les troupes qu'ils transportaient était unique au Vietnam. Les soldats d'infanterie respectaient les mitrailleurs de porte d'une manière qu'ils respectaient peu d'autres. Les fantassins voyaient ce que les mitrailleurs de porte faisaient, les voyaient se pencher hors de l'hélicoptère en tirant tout en étant eux-mêmes sous le feu, les voyaient continuer à combattre blessés, les voyaient mourir en protégeant l'insertion. Ce respect était mutuel. Les mitrailleurs de porte savaient que les fantassins allaient dans des zones d'atterrissage qui pouvaient être lourdement défendues, savaient que ces soldats combattraient au sol pendant que l'hélicoptère s'envolait vers la sécurité. Le danger partagé créait des liens qui transcendaient les relations militaires normales. Les missions d'extraction étaient souvent plus dangereuses que les insertions. Lorsqu'une unité au sol avait besoin d'extraction d'urgence, la situation était généralement désespérée. Contact intense avec l'ennemi, pertes qui ne pouvaient pas marcher, munitions faibles. Les hélicoptères voleraient en sachant qu'ils entraient dans un échange de tirs actifs. Les mitrailleurs de porte supprimeraient les positions ennemies qui pourraient être à quelques mètres de la zone d'atterrissage. Le chef d'équipage aiderait à charger les blessés sous le feu. Les pilotes planaient avec des balles déchirant l'appareil, puis décollaient, luttant pour gagner de l'altitude avec un poids surchargé et des systèmes possiblement endommagés. L'adjudant Larry Taylor pilotait un hélicoptère d'attaque H-1 Cobra au Vietnam le 18 juin 1968. Il couvrait une mission d'extraction près d'Apegokong. Une équipe de patrouille de 4 hommes était encerclée et presque à court de munitions. Le huet tentant l'extraction a pris un feu intense et a dû abandonner. Taylor a vu la situation se détériorer. Il a effectué plusieurs passages de roquettes et de canons, dépensant toutes ses munitions, essayant de supprimer l'ennemi. Lorsqu'il a manqué de munitions, il a fait quelque chose de sans précédent. Il a atterri son Cobra, un hélicoptère d'attaque à 2 places non conçu pour les passagers, dans une minuscule clairière. Les 4 membres de la patrouille ont grimpé sur les nacelles de roquettes et les patins. Taylor a décollé avec eux accrochés et les a amenés en sécurité. Il a reçu la médaille d'honneur pour cette action en 2023, 55 ans après la mission. L'histoire illustrait les extrémités auxquelles les équipages d'hélicoptères iraient pour sauver des vies. Elle illustrait aussi les situations impossibles auxquelles les mitrailleurs de porte faisaient face régulièrement. Taylor pouvait prendre des risques dans un Cobra parce qu'il était conçu pour le combat, lourdement armé avec un meilleur blindage. Les mitrailleurs de porte volaient dans des huées avec une protection minimale. Ils ne pouvaient pas faire plusieurs passages, ne pouvaient pas orbiter le champ de bataille. Ils avaient une chance d'atterrir, de terminer la mission et de s'échapper. Pendant cette fenêtre, ils étaient complètement exposés. Les enquêtes de sécurité aérienne menées après les pertes d'hélicoptères ont révélé des schémas dans les pertes de mitrailleurs de porte. La plupart étaient tués par des tirs d'armes légères au haut du corps ou à la tête. Le gilet pare-balles en céramique protégeait le torse, mais pas le cou, les épaules ou la tête. Les casques fournissaient une protection contre les éclats d'obus, mais pas contre les coups directs de balles de fusil. Le M60, monté à hauteur de poitrine, signifiait que le haut du corps du mitrailleur était maximalement exposé lors de l'engagement des cibles. Les rapports d'enquête notaient que les mitrailleurs de porte mouraient souvent tout en tirant encore. Leur corps serait trouvé avec le M60 en position, les ceintures de munitions partiellement dépensées, des positions indiquant qu'ils engageaient des cibles au moment de la mort. Ils mouraient en faisant leur travail. Ce schéma était si commun qu'il est devenu une constatation attendue dans les rapports d'enquête sur les crashs. Mitrailleurs de porte tués au combat tout en fournissant un soutien de feu. Les citations d'unités racontaient l'histoire dans un langage militaire sec, mais sous les mots se trouvaient des expériences humaines. Le spécialiste John Smith tué au combat lors de l'engagement de positions ennemies pendant un assaut de combat. Le spécialiste David Johnson blessé au combat continuant à fournir un feu de suppression jusqu'à ce que l'évacuation soit terminée. L'adjudant Michael Williams est resté à son poste malgré de graves blessures pour assurer l'extraction des forces terrestres. Les citations s'accumulaient, les noms s'accumulaient, les pertes s'accumulaient. En 1968, l'ensemble du programme de mitrailleurs de porte était en révision. Les taux de perte étaient insoutenables. Les unités ne pouvaient pas maintenir le personnel qualifié. Les pipelines de formation ne pouvaient pas produire de remplaçants assez rapidement. Les commandants d'aviation ont proposé des solutions. Meilleur blindage, meilleures armes, meilleures tactiques. Certaines améliorations ont été mises en œuvre.
La variante M61 avait des modifications qui la rendaient plus fiable. Les conceptions d'hélicoptères se sont améliorées avec l'introduction de la canonnière Cobra, qui pouvait fournir un soutien de feu lourd tout en gardant les équipages plus protégés. Le modèle UH-1H avait un moteur plus puissant, lui permettant de transporter du blindage et de maintenir encore la capacité de charge utile. Mais le problème fondamental restait insoluble. Les assauts de combat nécessitaient que les hélicoptères volent dans des zones contestées, nécessitaient qu'ils ralentissent et planent, nécessitaient que les mitrailleurs de porte fournissent un tir de suppression. Ces exigences créaient une vulnérabilité qui ne pouvait pas être éliminée. Un meilleur blindage aidait, de meilleures tactiques aidaient, mais rien ne pouvait changer l'équation de base. Les mitrailleurs de porte devaient s'exposer pour faire leur travail. L'exposition signifiait des pertes. Les statistiques validaient la préoccupation. Au cours de toute la guerre, environ 2700 membres d'équipage d'hélicoptères non pilotes ont été tués. La flotte d'hélicoptères a enregistré plus de 10 millions d'heures de vol. Cela signifiait environ 0,27 décès pour 1000 heures de vol. En comparaison, les pertes d'infanterie dans les zones de combat intenses étaient en moyenne de 0,4 pour 1000 heures de patrouille. Mais les soldats d'infanterie pouvaient se mettre à couvert, utiliser le terrain, rompre le contact. Les mitrailleurs de porte ne pouvaient faire aucune de ces choses. Ils étaient verrouillés dans une cible volante faisant 185 km/h à 450 mètres sans nulle part où se cacher. Les vétérans qui ont survécu ont porté les expériences toute leur vie. John Masaki, le mitrailleur de porte qui est arrivé en 1968, a terminé sa tournée d'1 an. Il a effectué d'innombrables missions, a été visé sur la plupart d'entre elles, a vu des appareils abattus, a vu des membres d'équipage tués. Lorsqu'il est retourné à la vie civile, il n'avait pas de compétences commercialisables. Être mitrailleur de porte ne se traduisait pas en emploi civil. Il a envisagé de se réengager, de devenir pilote, mais a décidé de ne pas retourner au Vietnam. L'expérience l'avait changé. Il l'a porté pendant des décennies. Les réunions d'équipage d'hélicoptères des décennies après la guerre ont révélé l'impact durable. Les survivants se rassemblaient et parlaient de missions spécifiques, de zones d'atterrissage spécifiques, de moments spécifiques où ils auraient dû mourir mais ont survécu d'une manière ou d'une autre. Ils honoraient ceux qui ne sont pas rentrés chez eux, les mitrailleurs de porte tués au combat, les chefs d'équipage qui sont morts à leur poste, les pilotes abattus tentant des sauvetages impossibles. Ces réunions n'étaient pas des célébrations. C'étaient des commémorations, des reconnaissances de sacrifices que la plupart des Américains n'ont jamais compris. L'Association des pilotes d'hélicoptères du Vietnam maintient des registres détaillés de toutes les opérations d'hélicoptères au Vietnam. Leur base de données comprend 7013 huées qui ont survécu à la guerre sur plus de 11 000 déployés, 42% détruits. La base de données répertorie 6175 décès totaux dans les opérations d'hélicoptères, 2202 pilotes, 2740 équipages aériens, 1269 passagers. La catégorie équipage aérien comprend les mitrailleurs de porte, les chefs d'équipage et d'autres positions non pilotes. Les mitrailleurs de porte étaient la majorité. Ces chiffres existent dans les archives militaires et les bases de données historiques, mais ils représentent des humains individuels. Des jeunes de 19 ans qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires et ont été conscrits. Des jeunes de 22 ans qui se sont portés volontaires parce qu'ils voulaient voler. Des hommes de 25 ans en deuxième tournée parce qu'ils se sentaient obligés de servir. Chaque nombre était une personne avec une famille, des rêves, un avenir qui s'est terminé dans une zone d'atterrissage au Vietnam. La position de mitrailleur de porte est restée tout au long de la guerre malgré les pertes. La mission l'exigeait. Les assauts de combat nécessitaient un tir de suppression. Les extractions nécessitaient un feu de couverture. Les évacuations médicales nécessitaient une protection. Aucune alternative n'existait qui fournissait la même capacité. Alors les jeunes Américains continuaient à se porter volontaires ou à être assignés, continuaient à grimper dans les huées, continuaient à s'asseoir dans les portes ouvertes avec des mitrailleuses M60, continuaient à voler dans des zones d'atterrissage chaudes, continuaient à mourir en le faisant. L'évolution tactique en 1969 comprenait des équipes chasseurs-tueurs. Les hélicoptères d'observation légers voleraient bas, attireraient le feu, localiseraient les positions ennemies. Les hélicoptères d'attaque orbiteraient haut, attendant. Lorsque l'ennemi se révélait en tirant sur l'éclaireur, l'hélicoptère d'attaque frapperait. Cette tactique réduisait les pertes de mitrailleurs de porte sur les hélicoptères d'observation parce que les éclaireurs volaient avec un équipage minimal. Mais les SLIC, les huées de transport, avaient encore besoin de mitrailleurs de porte. L'infanterie avait encore besoin de transport. Les blessés avaient encore besoin d'évacuation. La mission fondamentale restait inchangée. Le retrait progressif américain du Vietnam a réduit les opérations d'hélicoptères après 1969. Moins de troupes signifiait moins d'assauts de combat. La vietnamisation, la transition des opérations de combat aux forces sud-vietnamiennes, signifiait que les unités d'aviation américaines effectuaient moins de missions, mais les missions ont continué jusqu'en 1973. Les mitrailleurs de porte américains ont continué à voler et à mourir,
protégeant des opérations qui étaient de plus en plus considérées comme inutiles par le public américain. Le dernier hélicoptère américain à quitter le Vietnam était un Huey. L'image emblématique de personnes grimpant une échelle vers le toit de la station de la CIA à Saigon pour monter à bord d'un hélicoptère d'évacuation était en fait un Huey civil d'Air America, pas un appareil militaire. Le bâtiment n'était pas l'ambassade, mais un complexe d'appartements, mais l'image capturait la fin. Les hélicoptères, qui avaient défini les opérations américaines au Vietnam, ont transporté les Américains dehors à la fin. Les mitrailleurs de porte qui ont servi ont reçu relativement peu de reconnaissance. Le Huey lui-même est devenu emblématique. Les films et documentaires présentaient le son distinctif des pales du rotor. Les pilotes qui ont effectué des missions dangereuses ont reçu des médailles et de la reconnaissance. L'infanterie qui a combattu au sol a été honorée en tant que vétéran, mais les mitrailleurs de porte existaient dans un étrange espace intermédiaire. Pas pilote, pas infanterie, juste de jeunes Américains qui s'asseyaient dans des portes ouvertes avec des mitrailleuses et essayaient de garder tout le monde en vie. Le Vietnam Veteran Memorial à Washington DC répertorie 58 320 noms. Parmi ces noms se trouvent les 2740 membres d'équipage aérien tués dans les opérations d'hélicoptères. Leurs noms sont gravés dans du granit noir aux côtés de soldats d'infanterie, de conseillers, de pilotes et de tous les autres qui sont morts. Aucune désignation ne sépare les mitrailleurs de porte des autres pertes. Ce ne sont que des noms. Mais chaque nom représente quelqu'un qui a fait le choix de servir dans ce qu'il savait être l'une des positions les plus dangereuses de la guerre. En 2024, 50 ans après la fin de la guerre, les mitrailleurs de porte survivants ont entre 70 et 80 ans. Beaucoup assistent à des réunions de vétérans, beaucoup participent à des services commémoratifs. Ils racontent des histoires sur des missions qui se sont produites il y a un demi-siècle avec une clarté qui suggère que les souvenirs ne se sont jamais estompés. Ils décrivent des zones d'atterrissage, des échanges de tirs, des crashs d'hélicoptères, des amis qui sont morts. Les histoires ne sont pas des vantardises. Ce sont des témoignages, des comptes rendus de témoins d'expériences que les jeunes générations ont du mal à comprendre. L'analyse de pourquoi les mitrailleurs de porte n'ont pas survécu au Vietnam se résume à des facteurs simples. Exposition extrême dans la porte ouverte, protection minimale contre le tir hostile, cible prioritaire pour les forces ennemies, appareils qui opéraient selon des schémas prévisibles à des vitesses et altitudes vulnérables, mission qui les obligeait à voler dans les situations les plus dangereuses à plusieurs reprises. L'effet cumulatif de ces facteurs a créé des taux de perte qui seraient inacceptables dans toute opération militaire moderne. Les opérations d'hélicoptères modernes ont appris du Vietnam. Le UH-60 Blackout qui a remplacé le Huey a des canons de porte qui tirent depuis des fenêtres de cabine, pas des portes ouvertes. Les membres d'équipage ont un blindage amélioré. Les hélicoptères ont des systèmes défensifs, y compris des récepteurs d'avertissement radar, des systèmes d'avertissement de missiles et des contre-mesures. Les tactiques mettent l'accent sur la distance de sécurité et l'entrée-sortie rapide. Les leçons ont été écrites dans le sang des mitrailleurs de porte qui ont volé des Huey au Vietnam. Mais aucune quantité de technologie moderne ne change ce que ces mitrailleurs de porte ont fait. Ils ont volé dans des zones d'atterrissage chaudes connaissant les probabilités. Ils ont fourni un tir de suppression qui a sauvé d'innombrables vies d'infanterie. Ils ont protégé les hélicoptères d'évacuation médicale qui ont sauvé des milliers de soldats blessés. Ils sont morts à des taux qui dépassaient presque toute autre position militaire. Ils l'ont fait pendant une tournée d'un an, mission après mission, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils soient tués, blessés ou qu'ils terminent leur service. L'évaluation finale ne porte pas sur les statistiques, les tactiques ou l'équipement. Elle porte sur le courage humain. Les mitrailleurs de porte comprenaient le danger. Chaque vétéran interrogé a décrit savoir que la position était extrêmement dangereuse. Mais ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait parce que les soldats au sol avaient besoin d'eux, parce que les hommes blessés avaient besoin d'évacuation, parce que la mission l'exigeait. Cette compréhension, cette volonté de servir malgré la connaissance du résultat probable, définit leur service. Les mitrailleurs de porte qui n'ont pas survécu au Vietnam ont laissé des familles derrière eux. Des mères et des pères qui ont reçu des télégrammes, des épouses qui sont devenues veuves, des enfants qui ont grandi sans père, des frères et sœurs qui ont pleuré des frères et sœurs. Les pertes s'étendaient au-delà de l'individu tué au combat. Chaque mort créait des ondulations qui se propageaient à travers les communautés, les familles, les générations. Le coup n'était pas seulement 2740 noms sur un mémorial. C'était l'impact cumulatif sur tous ceux qui étaient connectés à ces individus. Les survivants portent la culpabilité. La culpabilité du survivant est bien documentée parmi les vétérans de combat. Pourquoi ai-je survécu alors que d'autres sont morts? Qu'est-ce qui m'a rendu spécial? Les mitrailleurs de porte qui ont terminé leur tournée décrivent avoir regardé des amis mourir, regardé des hélicoptères s'écraser, regardé de jeunes hommes saigner à mort dans la cabine pendant les vols d'extraction. Ils ont survécu grâce à ce qu'ils décrivent comme de la chance, être au bon endroit, l'ennemi tirant sur quelqu'un d'autre, pur hasard. Ce caractère aléatoire rend la survie plus difficile à traiter.
Les services commémoratifs menés dans les bases de feu au Vietnam suivaient un schéma. Les bottes, le fusil et le casque du soldat tombé disposés en croix de champ de bataille. La formation de l'unité debout en respect. L'aumônier lisant le psaume 23. Le premier sergent appelant l'appel. Chaque nom répondu présent jusqu'à atteindre le nom du soldat tombé. Le silence après que ce nom a été appelé. Puis l'unité se dispersant vers leur mission. La guerre continuait, les opérations continuaient, les pertes continuaient. Ce même schéma se répétait dans les unités d'hélicoptères. Mitrailleur de porte tué au combat, service commémoratif, remplacer le mitrailleur de porte, continuer les opérations. L'individu comptait, la position comptait plus. La mission passait toujours en premier. Cette priorisation était nécessaire pour les opérations militaires, mais dévastatrice pour ceux impliqués. Les hommes n'étaient pas des personnes, ils étaient des remplacements, des créneaux à remplir, des statistiques dans les rapports. Les histoires humaines derrière les statistiques révèlent une vérité différente. Des mitrailleurs de porte de 19 ans qui écrivaient des lettres chez eux décrivant la beauté des montagnes du Vietnam. Des chefs d'équipage de 22 ans qui envoyaient des photographies d'eux-mêmes posant avec leurs hélicoptères. Des vétérans de 25 ans en deuxième tournée qui savaient exactement à quel point c'était dangereux mais y allaient quand même. Ce n'étaient pas des statistiques. C'étaient des Américains qui ont servi leur pays dans un rôle extrêmement dangereux et ont payé le prix ultime. La question de pourquoi les mitrailleurs de porte n'ont pas survécu au Vietnam a une réponse simple. Ils ont été placés dans une situation tactique impossible. Obligés d'opérer depuis des portes ouvertes sur des appareils à déplacement l'envolant à basse altitude, obligés d'engager des ennemis qui avaient le temps de se préparer, avaient la dissimulation, avaient des armes spécifiquement efficaces contre les hélicoptères, obligés de faire cette mission après mission, jour après jour pendant un an. Les mathématiques de probabilité assuraient des pertes élevées, non pas parce que les mitrailleurs de porte manquaient de courage, de formation ou d'équipement, parce que la mission elle-même était intrinsèquement non survivable à l'échelle et la fréquence à laquelle elle était menée. L'héritage des mitrailleurs de porte du Vietnam existe dans la doctrine de l'aviation militaire. Chaque programme de formation d'équipage d'hélicoptères enseigne les leçons apprises du Vietnam. Chaque manuel de tactique comprend des sections sur la minimisation de l'exposition pendant les insertions et extractions. Chaque décision d'équipement pèse la protection contre la capacité. Les mitrailleurs de porte du Vietnam ont payé les frais de scolarité pour ces leçons. Leur sacrifice a éduqué des générations d'aviateurs qui ont suivi. Dans l'analyse finale, les mitrailleurs de porte qui ont servi au Vietnam représentent un type spécifique de courage. Pas le courage de charger une position ennemie ou de tenir une ligne défensive, mais le courage de s'attacher dans un hélicoptère sachant que votre position fait de vous une cible, sachant que l'appareil volera dans des zones dangereuses à plusieurs reprises. Sachant que votre travail est de vous exposer au feu ennemi pour que d'autres puissent terminer leur mission. Ce courage soutenu sur une tournée d'un an à travers des centaines de missions mérite la reconnaissance et le respect qu'il a rarement reçu. Le mémorial à Fort Rucker, Alabama, la maison de l'aviation de l'armée, comprend une section dédiée aux opérations d'hélicoptères du Vietnam. Le mémorial répertorie toutes les unités d'aviation qui ont servi, toutes les opérations majeures, toutes les batailles importantes. Parmi les noms se trouvent les mitrailleurs de porte, les chefs d'équipage, les hommes qui s'asseyaient dans les portes ouvertes avec des mitrailleuses. Leurs noms sont là aux côtés des pilotes et des commandants d'appareils. Reconnaissance égale pour sacrifice égal. Mais le véritable mémorial existe dans les cœurs de ceux qu'ils ont sauvés. Les soldats d'infanterie qui sont arrivés dans des zones d'atterrissage chaudes vivants parce que les mitrailleurs de porte ont supprimé le feu ennemi. Les blessés qui ont survécu parce que les mitrailleurs de porte ont protégé les hélicoptères d'évacuation médicale. Les équipes de reconnaissance extraites de situations impossibles parce que les mitrailleurs de porte ont continué à tirer jusqu'à la dernière seconde. Ces vétérans se souviennent. Ils savent ce que les mitrailleurs de porte ont fait. Ils connaissent le prix payé. 50 ans après la chute de Saigon, les derniers mitrailleurs de porte du Vietnam s'éteignent. L'âge et le temps réclament ce que le feu ennemi n'a pas fait. Bientôt, il n'y aura plus de témoins vivants de ces expériences, personne qui peut décrire le son d'un M60 tirant dans une cabine de huée, personne qui se souvient de la peur exacte de descendre dans une zone d'atterrissage chaude, personne qui porte les cicatrices physiques et émotionnelles de ce service. Mais le dossier demeure. Les rapports de perte, les histoires d'unité, les lettres personnelles sauvées par les familles, les histoires orales collectées par les chercheurs. Ces documents préservent l'histoire. Ils parlent de jeunes Américains qui ont servi dans l'une des positions les plus dangereuses de l'une des plus longues guerres d'Amérique. Ils parlent de courage soutenu dans des circonstances impossibles. Ils parlent de sacrifices donnés librement malgré la connaissance du coup. Les mitrailleurs de porte du Vietnam n'ont pas survécu parce qu'ils n'étaient pas censés survivre. La situation tactique était conçue pour les faits, pas la sécurité. Leur mission était un tir de suppression au moment le plus vulnérable du vol d'hélicoptère. Le succès signifiait garder les têtes de l'ennemi baissées assez longtemps pour que la mission soit terminée.
Leur survie était secondaire à l'accomplissement de la mission. Ils comprenaient cela. Ils l'ont fait quand même. Cette décision, répétée par des milliers de jeunes Américains à travers 10 ans de guerre, mérite plus de reconnaissance qu'elle n'en a reçu. Au final, l'histoire des mitrailleurs de porte du Vietnam ne porte pas sur les statistiques, les taux de perte ou l'analyse tactique. Elle porte sur des Américains qui ont servi quand ils ont été appelés, qui ont effectué des missions dangereuses parce que quelqu'un devait le faire, qui sont morts en protégeant les autres dans l'une des positions les plus exposées de la guerre. Leur héritage vit dans les soldats qu'ils ont sauvés, les missions qu'ils ont terminées et les leçons que leur sacrifice a enseignées. Ils méritent d'être rappelés non pas comme des statistiques mais comme des individus qui ont tout donné en étant assis dans une porte ouverte avec une mitrailleuse M60 tirant dans la jungle en dessous sachant que chaque mission pourrait être leur dernière. C'est pourquoi les mitrailleurs de porte n'ont pas survécu au Vietnam. Non pas parce qu'ils manquaient de courage, non pas parce qu'ils manquaient de compétences, mais parce que la mission elle-même était conçue pour échanger leur sécurité contre la survie de tous les autres. Ils comprenaient cet échange. Ils l'ont accepté. Ils ont payé le prix et l'histoire leur doit une reconnaissance pour un sacrifice que trop peu d'Américains comprennent ou apprécient.